Je dis un mot d'introduction. C'est peut-être un peu absurde à ce point du colloque, mais Pierre-Michel Menger est professeur au Collège de France sur la chaire de sociologie du travail créateur. Et bon, il l'a un peu mentionné hier dans notre introduction, mais donc sa trajectoire rencontre Boulez à différents moments, dès le moment de sa thèse, donc comme une figure, comme un interlocuteur lointain, on pourrait dire. Mais ensuite, dans son travail, il le rencontre aussi, il rencontre l'univers boulésien, les questions boulésiennes, les œuvres aussi, sous différents angles, sous différentes facettes, autour de la question de l'achèvement et l'inachèvement des œuvres, autour de la question de l'organisation du travail artistique. Et puis alors, à l'échelle individuelle de Boulez, il l'a pris comme cas d'étude, en quelque sorte, cette question de la multi-activité lors d'un enseignement ici même. Et donc c'est à partir de ça qu'il va nous parler, en synthétisant et peut-être en augmentant un peu cette analyse qu'il avait engagée il y a quelques années. Donc on a le plaisir d'entendre Pierre-Michel nous parler de multi-activité et stratégie créatrice. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. L'émotion. Bon, vous avez compris depuis une journée et demie tout ce qu'est Boulez. Je vais aller vite. Boulez est d'abord compositeur. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la sociographie des professions artistiques, on dira mais comment vit-il? Alors il vit de cachets d'abord, il vit aussi du soutien financier de son père. On n'a pas parlé beaucoup de la famille de Boulez, mais voilà, il a eu un soutien financier de son père. Et il s'emploie ensuite à créer les conditions de la diffusion des musiques qu'il soutient et des courants d'avant-garde dans des conditions de multi-programmation dont on a parlé. Puis il devient chef d'orchestre et directeur d'orchestre. Il apprend à diriger des œuvres. Il part en Allemagne se former. Il dirige des grands orchestres et puis des production lyrique, et sa carrière devient internationale. Il est entrepreneur et fondateur. Quand je parle de stratégie créatrice, il est aussi créateur d'institutions. Et il est aussi professeur. Laurent n'en a pas parlé, mais bon, j'en parle. Professeur à Darmstadt, à Bâle, à Harvard, tout ça de manière assez sporadique. Et puis au Collège de France, ici même, 18 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et puis aussi écrivain, théoricien, polémiste. Ça fait beaucoup, évidemment, dans une vie. Alors, beaucoup se sont interrogés et il y a multiples entretiens qui ont été faits avec Boulez et invariablement dans ses livres d'entretien ou dans ses articles, il y a toujours la même question. Mais alors, comment faites-vous? Et vous, le compositeur, qu'est-ce qui vous arrive? Et je vois ici des citations, j'en tire une de Gérard Racoca, Entretien avec Pierre Boulez. Bon, il demande, voilà, quel est l'impact sur l'ampleur de votre création musicale? Et Boulez dit, il est vrai que ma production de compositeur a beaucoup souffert du développement des activités de chef d'orchestre. Et en même temps, il rajoute, j'ai joué mon rôle pour diffuser la musique comme chef, la musique du XXe siècle, parce qu'on la jouait mal et que peut-être une partie des problèmes de sa compréhension tenait à sa mauvaise interprétation. En tout cas, un problème est posé, c'est le coût d'opportunité. Pendant que je fais quelque chose, qu'est-ce que je ne fais pas d'autre? Pendant que je dirige, je ne crée pas, etc. On va y venir. Et Peter Hayworth, dans un livre édité par William Glock, dont il a été question en 86, mais c'était un article du New York Magazine de 73 déjà, disait... il a fait preuve, Boulez, dans les années 70, d'une tendance imprudente à mordre plus qu'il ne pouvait mâcher. C'est une traduction que j'ai faite. Comme lorsque, lors des célébrations du ring de Bayreuth, il a entrepris de diriger le ring et il arrivait, au cours de ses séjours à Londres et à New York, il a eu souvent l'air fatigué, on a parlé d'une morosité inhabituelle lors des répétitions, des représentations, que les représentations en avaient souffert. Et Hayworth ajoute, c'est un journaliste, il est certain qu'au cours de ces années, il s'est mis dans une position qui exigeait une endurance mentale et physique surhumaine. Un héros peut être fatigué aussi. Et
Et donc, voilà, la question est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'y prend-on pour être aussi démultiplié en temps d'activité, parfois simultanées, parfois successives, mais qui peuvent se bousculer beaucoup? La question de la multi-activité, elle est très connue chez nous dans des travaux de sociologie. On s'interroge, pourquoi les artistes doivent-ils faire plusieurs choses plutôt qu'une seule? Il y a la distinction classique entre activités de vocation, activités adjacentes qui peuvent être artistiques, et puis d'autres activités dites para-artistiques et d'autres qui ne sont pas du tout artistiques, type les petits boulots. Un jeune artiste commence parfois par les petits boulots et puis évolue, etc. Alors, l'argument économique classique qu'on donne pour dire, mais expliquez-nous cette multi-activité, c'est les activités non vocationnelles, c'est-à-dire tout ce qui est autour de ce qui est le centre du projet de l'artiste. Par exemple, la création, elles soutiennent financièrement les activités vocationnelles. Et les créateurs, on l'a montré dans des travaux que je ne peux pas détailler, cumulent souvent les activités jusqu'au moment où le noyau vocationnel de leur travail suffit financièrement, ou du moins les créateurs organisent ou réorganisent leur portefeuille d'activités pour rendre plus homogène ce portefeuille d'activités avec des liens de complémentarité plus forts entre toutes les activités entre lesquelles ils se démultiplient. On peut l'appliquer à la musique. On peut, je l'ai montré dans ma thèse des années 80, comment les compositeurs avaient été à la fois ou successivement interprètes, chefs d'orchestre, enseignants, directeurs de conservatoire, etc. Mais l'idée, c'est toujours, si j'atteins un certain niveau, je laisse de côté ce qui n'est pas si intéressant que ça et je me concentre. Et alors, l'application à Boulez, elle est en fait partielle. Il avait certes des revenus adjacents et ce soutien dont j'ai parlé, mais la multi-activité de Boulez ne va pas cesser d'augmenter à mesure qu'il gagne progressivement son indépendance financière. Ces couches de multi-activité s'additionnent en même temps que sa réputation et que les rémunérations matérielles et symboliques qu'il cumule et qu'il tire de ces différentes activités. Alors, pourquoi ? Évidemment, il y a dans la musique, qui est un art à la fois d'enseignement, d'apprentissage et de performance, il y a un argument organisationnel, bien sûr. Il faut prendre en charge un rôle entrepreneurial. C'est ce que fait Boulez pour diffuser des musiques nouvelles qui ne sont pas diffusées ailleurs. Par ailleurs, l'innovation, dans son cas, rompt avec tout un ensemble de conventions, comme on les appelle dans le célèbre livre de Howard Becker, Les mondes de l'art, ces conventions qui constituent l'architecture établie d'un système. Pensez à la structure d'un orchestre, l'architecture des salles de concert, etc., etc. L'apprentissage, les techniques d'apprentissage des instruments, l'instrumentarium lui-même, etc. Et tout ça est bousculé. Les formats non standards, les habitudes interprétatives et nouvelles, les habitudes de perception du public qui sont bousculées d'un coup. Et il faut évidemment agir. Et voilà. Et donc, l'action par l'interprétation prend une importance évidente pour relever le niveau de l'interprétation. Et Boulez dira souvent, comme je l'ai déjà dit, si le public n'y comprend rien, c'est peut-être que c'est mal joué. Ce n'est pas la totalité de la réponse. On l'a exploré, Boulez et moi, ensemble, dans une enquête que j'ai faite. Mais enfin, c'est une des questions. Et par ailleurs, il faut redonner une dimension et une longueur de temps à tout ça, d'où cette programmation multicouche qu'a rappelé Laurent tout à l'heure, référence du XXe, œuvres récentes et œuvres nouvelles. Mais il y a aussi l'argument esthétique qui est il faut faire évoluer le langage lui-même. Donc il y a une action à mener. Si je suis un homme d'action, et agir c'est risqué, comme disait le grand sociologue Erving Goffman, eh bien le créateur agit. Il agit par sa plume, mais un peu plus. Cela dit, on va voir ce que c'est que se démultiplier dans ces différents rôles. J'ai ici, je vais vous passer en revue les caractéristiques de chacun de ces rôles. C'est ça le cœur de l'exposé. Quand on fait de la composition, qu'est-ce qu'on fait? C'est une tâche essentiellement solitaire, qui est à étendue temporelle généralement longue et complexe, dans le cas de Boulez encore plus, en cas de work in progress.
J'ai tout mis dans les slides, hein, donc vous pouvez y revenir comme vous voulez. C'est mon habitude fâcheuse d'avoir des slides un peu trop copieuses, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Et d'autre part, c'est une activité à gratification différée. Ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas de récompense tout de suite, et parfois même, c'est après ma mort. Il y a même une posture romantique qui dit échouer dans sa vie, c'est assurer de réussir après sa mort. C'était une manière de loi consolatrice contre le désenchantement. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Vous cherchez, vous travaillez, et puis peut-être que ça va venir ou pas venir. D'autre part, c'est une activité qui a une forte incertitude sur la réussite. À trois niveaux. Incertitude exogène, qu'est-ce qu'en pensent mes pairs, mes compositeurs pairs, qu'est-ce qu'en pense le public, quelle sera ma rémunération matérielle et symbolique si ça ne marche pas, bon, je galère. D'autre part, une incertitude endogène, et Dieu sait si elle existe dans le cas de Boulez, c'est-à-dire, suis-je assuré d'arriver au terme de mon projet ? J'ai aussi des jugements sur moi-même, j'ai des repentirs, j'ai de l'insatisfaction. Bref, le cours du travail est éminemment non linéaire. Ça ne se passe jamais de manière simple, pour dire les choses. Et enfin, il y a une forme d'incertitude overarching, comme je dis, surplombante. À mesure qu'on avance en âge et que la carrière se déroule, la question se pose toujours, suis-je aussi inventif ? Mes succès passés sont-ils un frein ou un encouragement à mon audace? Est-ce que je me suis libéré pour aller plus loin, ou bien est-ce que mon passé et mes succès me pèsent? Il y a toujours des bons esprits pour vous dire « Ah, c'était mieux avant, etc. etc. » Vous avez perdu le fil de la radicalité, etc. Et donc, ou bien il s'est adouci, il a cessé d'être audacieux, il n'a plus l'inventivité de ses débuts. Enfin bon, il y a plein de... On connaît ça très bien. Et donc... Et aussi comment, et c'est un des grands sujets, comment faire accepter des tournants quand on a atteint un certain âge comme une preuve de maturité plutôt que comme une manifestation d'impuissance. Voilà des incertitudes caractéristiques de l'acte de composition. Et Boulez dit dans une déclaration, c'est dans Regard sur autrui, d'un recueil des textes. Quand je dirige, je pense au compositeur, il a pris la peine d'écrire attentivement, minutieusement, etc. Il énumère toutes sortes de caractéristiques de l'activité de compositeur et il dit « Je sais en fin de compte combien il est plus difficile de composer que de diriger. » Donc c'est le cœur de la difficulté, il est là. Pour lui, c'est clair et on l'a compris, c'est une difficulté qui ne diminue pas avec le temps. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre? C'est très différent. Un chef d'orchestre, c'est une activité à gratification immédiate. Quand on réussit, si on échec, l'échec c'est aussi une gratification immédiate mais négative, autrement dit un retour rapide sur effort. C'est une activité qui est fortement collective et pas solitaire et à haute densité d'interaction à 360 degrés. Quand j'ai posé la question sur le management, en fait, Boulez, il interagit avec les musiciens, ses pairs chefs d'orchestre, le management des orchestres, le public, les firmes discographiques, etc. C'est une activité qui est extrêmement consommatrice de temps discontinuement distribué. Des voyages, les apprentissages des partitions, les répétitions, les concerts, les interactions avec les musiciens et les organisations syndicales, avec les solistes, avec la presse, avec les autorités publiques, avec les mécènes qui veulent être choyés, par exemple à New York, avec les compositeurs pour les créations nouvelles, etc. C'est une tâche, ce sont des tâches de chef d'orchestre qui sont que partiellement délégables à des assistants ou à des agents. Et c'est une activité qui a un coefficient élevé d'apprentissage, mais d'apprentissage à la fois artistique, mais aussi humain, managérial, organisationnel, technique. Alors, il y a des risques et des défis. Les risques et les défis, c'est comment percer dans un métier extrêmement concurrentiel où la comparaison de valeurs sur l'interprétation d'œuvres identiques est beaucoup plus directe et impactante que la comparaison par l'originalité de la création produite quand on est compositeur. Compositeur, c'est chacun fait affaire pour différer des autres. Ici, on a un chœur de répertoire qui est interprété par les compositeurs de même répertoire. Il y a un risque de routinisation, les œuvres du répertoire, selon l'intensité de pratique du répertoire des œuvres demandées et cet équilibre entre répertoire classique et contemporain. Il y a un risque d'étiquetage en cas de succès.
peut être un succès très contrasté en fonction des répertoires dirigés. Boulez est très bon pour ceci, mais pas bon du tout pour je ne sais pas quoi, Handel ou Beethoven, etc. Et puis, il y a un risque de dispersion dans des activités chronophages périphériques quand on est directeur d'orchestre. En revanche, il y a des bénéfices. Donc, c'est toujours l'analyse, elle est comme ça. Hein, c'est les plus et les moins et les équilibres à trouver ou les déséquilibres à combattre. Les bénéfices, c'est la réputation, une fois acquise, elle est cumulative et elle peut être mondiale. À travers les engagements de concert, les médias, l'industrie du disque, il y a de forts gains d'estime de soi en cas de succès, surtout avec ces gratifications immédiates. D'autre part, des gains réputationnels de chef peuvent évidemment servir à soutenir la réputation du compositeur et réciproquement. C'est des transferts croisés de réputation. Les liens professionnels noués avec l'ensemble du système musical, évidemment, augmentent les chances de diffusion de ses propres œuvres. C'est bien clair. Et puis, il y a la sérendipité, comme on dit, dans les expériences de travail, les situations inattendues, les choses qui arrivent comme des ressources plutôt que comme des menaces. Il y a là à jouer avec des formes d'aléas productifs. Et puis, il y a autre chose, c'est la possibilité de transférer, et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans le colloque, de transférer des expériences du métier de chef vers la composition. Je vous donne une citation du livre de Adorno sur Mahler, qui montre comment Mahler, qui apprenait à prélever toutes sortes de solutions dans son activité de chef. Et Adorno le dit très bien, il a toutes sortes d'autres analyses sur le cas Adorno. C'est le livre traduit par Jean-Louis Leleu, qui est ici présent, comme vous savez. Et Adorno écrit « Le travail avec l'orchestre qui est si paralysant, si positif dans la vie musicale courante, libère chez Mahler l'imagination du compositeur. » Et Boulez m'avait dit un jour, dans une conversation qu'on avait eue, qu'il était un prédateur quand il dirigeait. Il prélevait des idées qu'il allait appliquer dans sa propre composition de multiples manières. D'autre part, Boulez a tiré évidemment un bénéfice de son activité de chef à travers la question de la perception des contenus musicaux. Qu'est-ce que le public perçoit? Quels sont les équilibres? Comment gagner en efficacité dans l'écriture? Je vais y revenir. Et puis, il y a la fameuse question de la forme et de la grande forme. Boulez a appris à diriger des œuvres très différentes des siennes, qui étaient des formats très, très différents, à la fois instrumentaux et en durée et en taille. Et donc, là, il a en quelque sorte bénéficié directement de son expérience de chef, et il l'a déclaré à de très nombreuses reprises. Vous pouvez parcourir ces entretiens, c'est très fréquent. Là, je vous donne une citation. Le fait de diriger vous permet de savoir si ce que vous concevez fonctionne. Mes œuvres ont gagné en longueur vers la fin de mon existence, après que j'ai dirigé Wagner, Mahler et Bruckner, ce qui m'a conduit à envisager la grande forme plus délicate à maîtriser que la petite. Les Français font toujours court, c'est plus pratique. Des rives 2 sur incise ont une amorce anodine qui a conduit à de grandes formes. Et cela vous a-t-il permis de rendre votre écriture plus limpide, non seulement plus limpide, mais plus inventive? Un geste bien placé et beaucoup plus efficace. J'ai beaucoup fait dans Dérive 2, je l'ai beaucoup fait dans Dérive 2, que je n'arrivais plus à pas pu écrire si je n'avais pas été chef d'orchestre. Bref, j'ai gagné en efficacité, ce qui est une sorte d'auto-management. Intéressant. L'enseignement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'enseignement, c'est une activité étrange, c'est une multi-activité. Ici, on est enseignant et chercheur. L'enseignement, on peut dire, c'est une activité à utilité certaine devant certains publics qui reçoivent des connaissances qu'on leur transmet, et donc on est assuré d'être utile. Mais dans le cas de la composition, c'est assez paradoxal chez Boulez. Lui-même, il a dit « Je n'ai pas beaucoup aimé enseigner la composition à de jeunes étudiants ». Il n'avait lui-même fréquenté que très brièvement le conservatoire et il a toujours préféré le mentorat de certains compositeurs et pédagogues plutôt que l'apprentissage formel. Et en quelque sorte, il a donné la formule de sa distance à l'égard de l'apprentissage de la composition en disant « Faites comme moi, ne suivez jamais vos maîtres », ce qui est une forme paradoxale totale et parfaite de l'injonction qu'on ne peut pas suivre, évidemment. Si on limite,
on continue en le trahissant en quelque sorte, on continue à l'imiter. Et donc c'est une sorte de double bind. Et en même temps, l'enseignement, c'est une activité qui a une utilité incertaine pour soi. Qu'est-ce que donc j'apprends en enseignant? Ce n'est pas très clair, et qui puisse être significativement mis en balance avec le temps passé à préparer et à enseigner. La solution que Boulez a adoptée, c'était des charges d'enseignement assez brèves, avant d'arriver au collège, un enseignement discontinu, notamment par exemple sous forme de masterclass, et puis au collège, la formule de l'enseignement par la recherche, qui est le cas de ce professorat au collège. Autrement dit, le couplage de la réflexion le couplage de son enseignement avec la réflexion sur la création, et pas du tout un enseignement basique et basé sur des transmissions de connaissances que d'autres pourraient faire à sa place. Ça, c'était la formule en quelque sorte, de réconciliation des deux actes, recherche et enseignement. La fondation et la direction d'institutions, c'est une activité qui a une utilité certaine pour la diffusion, mais qui a une utilité assez incertaine pour la recherche. La recherche n'est jamais assurée d'aboutir. Ça, alors, je peux vous en parler. Et ce couplage institutionnel, diffusion-recherche, il a une propriété qui est assez semblable au couplage enseignement-recherche. Il faut atténuer les risques de l'utilité incertaine de la recherche par la production et la diffusion d'œuvres par un orchestre maison et qui sont enchâssés dans une programmation multicritère. D'autre part, la fondation d'institutions, c'est une activité fortement collective. Il y a de forts coefficients d'interaction avec une multiplicité d'acteurs de types variés, artistes, ingénieurs, scientifiques, politiques. C'est une activité à fort coefficient de management, mais aussi de délégation de responsabilité et de cooptation productive. On travaille mieux, comme on sait, avec des personnes de qualité, chacune dans son domaine. Alors, il y a des bénéfices dans cette activité de création d'institutions, par exemple avoir un orchestre permanent sous son contrôle, agir sur la diffusion de ses œuvres et obtenir des gains de réputation, entrer en quelque sorte dans le panthéon de la modernité, notamment sous sa baguette, disposer de moyens d'agir sur les activités et les milieux de la création, donc favoriser la carrière d'autrui aussi, par des commandes, des programmations, des tournées, etc. Tester, expérimenter et interagir avec les musiciens, les ingénieurs et les scientifiques, on en a eu des exemples, et aussi observer et analyser le comportement des publics. Quand j'ai fait une enquête avec une enquête auprès du public de l'ensemble intercontemporain, on a fait, Pierre Boulez et moi, une conférence de presse commune, et on en a parlé, et il a été intrigué par ce que je trouvais, je n'ai pas le temps d'en parler. Les coûts, évidemment, les inconvénients ou les coûts, c'est le leadership et le management ont des complexités propres, des temporalités et des nécessités d'action qui s'imposent. Vous ne pouvez pas être manager à un vingtième de temps, ça fonctionne très mal. Il y a une structure de pari dans les activités de recherche, il y a des investissements dans le jeu politique pour actionner les deux leviers que Boulez voulait actionner, c'est-à-dire la liberté d'agir et le contrôle de ressources. Et enfin, il y a un coût qui est le coût d'agir sur la diffusion des œuvres, parce que la fréquentation de l'ensemble intercontemporain était toujours beaucoup plus élevée quand Boulez dirigeait. Ici, vous avez un graphique où en bleu, vous avez les concerts qu'a dirigé Boulez en termes de fréquentation et les concerts en rouge qui ne sont pas dirigés par Boulez. C'est un graphique que je dois à Stéphane Dorin dans un travail très original sur la fréquentation des concerts de l'ensemble intercontemporain. Donc vous voyez... en bleu, c'est Boulez, et en rouge, oui, c'est ça, ça n'est pas Boulez. Donc Boulez était en quelque sorte un peu l'esclave de son succès, y compris pour l'institution qu'il avait créée. Alors, pour que tout ça fonctionne, et je m'approche progressivement de la fin de mon exposé, même si je vais être sacrificiel, qu'est-ce que c'est que le défi de la multi-activité ? C'est comment s'assurer que l'activité la plus exigeante, c'est-à-dire la composition, demeure aussi complémentaire que possible des autres tâches, ou bien, pour le dire autrement, comment extraire de toutes les autres tâches des vecteurs de complémentarité avec l'activité de vocation. Pour bien fonctionner, la multi-activité productive pratiquée par Boulez, elle doit ou elle était indexée sur 6 variables clés. Premièrement,
une attitude constante de résolution de problèmes, ça c'est vraiment sa marque. Sans problème à résoudre, il n'y a aucune chance d'invention, ni artistique, ni institutionnelle. Ce sont des problèmes de langage musical, des problèmes de recherche sur les nouveaux matériaux sonores, des problèmes de structure formelle, des problèmes de perception du message musical, des problèmes d'interprétation, des problèmes de création et de synergie institutionnelle. Deuxièmement, il faut augmenter progressivement la densité des interactions de travail. Autrement dit, là, le contraste est maximal avec le caractère solitaire de la composition. Et il faut diversifier le profil de ces interactions. Il y a des interactions compétitives et parfois agonistiques, il y a des interactions coopératives, il y a des interactions collaboratives, il y a des interactions hiérarchiques, et il faut les maîtriser toutes pour savoir comment agir dans de multiples contextes. Troisième variable, contrôler la qualité de ces interactions via une ressource majeure, ça vaut dans la recherche comme dans la création, c'est ce que j'appelle les appariements sélectifs. Autrement dit, il vaut mieux travailler avec les meilleurs une fois qu'on a démontré soi-même qu'on est bon ou qu'on est excellent. Comme disait Boulez, quitte à être un professionnel, autant être le meilleur. On ne saurait mieux dire. Et quatrième caractéristique, il faut fuir la routine. Non pas réinventer le monde tous les jours, mais trouver le bon compromis entre ce qu'on sait déjà faire et ce qu'il faut sans arrêt réinventer. Autrement dit, élever le caractère formateur ou le coefficient formateur de toute activité prise en charge. Et il y a là des tournants critiques. Quand Boulez a dirigé, s'il fallait le faire, il était culotté, le Sacre du Printemps pour les 50 ans de la création du Sacre au Théâtre des Champs-Élysées et qu'il a répété en catimini en Canada le même Sacre avec un orchestre de seconde zone pour se faire la main une semaine avant, il ne savait pas du tout si ça allait marcher. Et ça a été un triomphe. Mais il fallait oser. Il faut une capacité d'abandonner une activité qui pèse. L'enseignement de la composition, ça ne l'a pas intéressé, mais il a laissé tomber. Il faut transformer la programmation des concerts symphoniques et expérimenter des formules, mais cesser quand l'expérimentation se heurte à des limites, on en a parlé à l'instant. Il faut diriger une institution, mais il faut aussi démontrer par l'investissement personnel dans la production d'une œuvre, ça il a servi en quelque sorte de bouclier contre les critiques, que la recherche peut avoir des applications peut-être pas cumulatives, c'est un des grands problèmes d'une recherche-création, mais du moins réussies dans des cas particuliers qui deviennent hautement saillants et symboliques. Il faut par ailleurs, et ça je tiens à le dire aussi, obéir à un principe de plaisir autant qu'à un principe de réalité, selon un équilibre qui peut varier dans le temps. Boulez a souvent dit qu'il avait de la joie à diriger. Et c'était une récompense immédiate du talent manifesté et avec des applaudissements nourris et la capacité de persuader. Et ça, c'était cumulatif. Il y a des gratifications qui sont engendrées par la diversification propre des objets de son énergie créatrice. Il y a un plaisir intrinsèque à ça, fonder des institutions, agir sur l'écologie socio-économique de la vie musicale et sur les interdépendances, innover horizontalement dans les arts à collaboration multi, comme l'opéra, agir sur la musique comme une science en matière de recherche. Tout ça fait partie de ce système où vous en tirez des contraintes énormes, mais vous en tirez aussi des bénéfices de variété du travail. Et enfin, il faut faire fonctionner, et je vais progressivement m'arrêter à ça. Est-ce que, Nicolas, j'ai combien de temps encore ? 3 minutes ? Il faut faire fonctionner ce que j'appelle deux principes étonnants qu'ont dégagé les psychologues. Le Zeigarnik Effect, j'espère que tout le monde se jettera sur son ordinateur après, et le Portfolio of Projects, of Creative Projects Effect, c'est-à-dire, et je vais le détailler tout de suite, Howard Gruber, un psychologue, a montré comment la créativité elle est liée à ce qu'il appelle une série ou un ensemble, un écheveau de projets qui
sont commencés, qui sont interrompus, qui sont repris, et ce qu'il appelle aussi Network of Enterprises. Et Boulez, c'est un champion de l'écheveau de projet. Je vous donnerai juste un graphique après, que j'ai tiré d'un travail de Jean-Jacques Natier, mais il est virtuose pour conduire simultanément un ensemble de projets. Certains avancent, d'autres sont en sommeil, y compris des œuvres qui restent dormantes très longtemps. Et le principe, c'est qu'on ne repart pas complètement de zéro, mais qu'on a des matériaux qui sont disponibles, des réservoirs d'idées, d'inspiration, de matériaux à réemployer, etc., etc. On en a beaucoup parlé déjà. Et pour faire fonctionner tout ça, il y a un mécanisme extraordinaire qui est très utile. C'est ce que j'appelle le Zeigarnik Effect. Bluma Zeigarnik était une assistante de Kurt Lewin, un immense psychologue allemand qui s'est exilé aux États-Unis, pour les raisons que vous devinez. Et Bluma Zeigarnik a montré que tant qu'une tâche n'est pas achevée, elle demeure plus saillante dans la mémoire, ce qui permet d'y revenir sans reprendre tout à partir de zéro. Mais une fois que la tâche est achevée, la mémoire de ces étapes successives et de l'intention qui les a guidées s'efface. Elle s'efface largement. Et je pense que Boulez a beaucoup appris à travers ça sur le mécanisme du work in progress qui lui permet d'exploiter le potentiel d'innovation des œuvres pour l'ajuster à la discontinuité de son travail, donc avec des œuvres qui deviennent des projets à résultats provisoires et avec un lien intertemporel qui est au moins psychologiquement fourni par cet effet Zeigarnik. Et Boulez lui-même l'a décrit dans le superbe livre Christian Merlin, la biographie de Boulez. Il dit « Tant que je ne suis pas satisfait d'une chose, elle reste dans ma mémoire et je ne peux pas m'en débarrasser. Elle est là, à l'état permanent, ce qui me force à s'être mise en question. » Voilà une bonne ressource. Alors j'arrive à ma conclusion, mais ça c'est le graphique de sa production totale, avec les discontinuités, les pointillés pour dire les œuvres dorment, elles sont reprises, il y en a qui, les traits obliques montrent que des matériaux sont partis d'une œuvre vers une autre, etc. C'est un écheveau de projet, pour le dire simplement. Mais je ne peux pas détailler, et j'arrive à ma conclusion finale, si j'ose dire. Les arguments sont trop simples il y a des arguments trop simples sur la relation entre composition et multi-activité, autrement dit le sacrifice coupable. Il est courant d'entendre un argument réducteur du type « les difficultés pour résoudre des problèmes apparus avant les années 60 dans le travail de Boulez l'ont poussé à chercher un dérivatif prestigieux dans la direction d'orchestre et à en obtenir une consécration beaucoup plus vaste que celle qui s'attachait à ses œuvres et à cette forme de consécration étrange que les compositeurs qui sont vos premiers juges sont aussi vos rivaux. Donc c'est toujours un peu comme ça. Et un second argument dit, à mesure que la carrière de Boulez se développe dans de multiples activités, il a moins de temps pour composer, donc il recourt au sortilège du système du work in progress. Ça, c'est des arguments qu'on entend partout et que je trouve assez peu productifs. Il y a une analyse beaucoup plus féconde qui peut dire l'attitude de travail compositionnel, y compris dans le rapport à l'inachèvement et à la révision des œuvres, comporte en fait plusieurs dimensions cognitives et motivationnelles. Une première est plutôt stable, c'est l'exigence constante de se poser des problèmes et l'insatisfaction face à des problèmes non résolus dans une œuvre, et Boulez en a parlé énormément. Une deuxième est certainement dynamique, ce sont les bénéfices de l'interaction avec d'autres activités exercées simultanément ou successivement et tous les autrui qui sont derrière ces activités. Et une troisième est stable sans doute, c'est l'aptitude à remettre en chantier des œuvres moins récentes ou parfois très lointaines en raison de l'effet Zeigarnik dont j'ai parlé, mais aussi de la manière dont Boulez lui-même a composé. Vous avez vu beaucoup les matrices, les systèmes de numérisation de toute la tablature musicale qu'il manipule et il le fait du début à la fin. C'est très étonnant. Et donc, c'est un moyen extrêmement puissant pour replonger dans la matière. Voilà, je pense que ces éléments-là permettent de compliquer un peu l'argument un peu basique du genre
c'est un sacrifice et c'est une forme d'aveu d'impuissance. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil que ça. Et si vous voulez avoir des détails, notamment sur l'analyse de sa production dans le temps et de ses œuvres dormantes qui sont ressuscitées ou qui sont réactivées, etc., les réemplois, voilà les liens avec le cours, les 4 heures de cours que j'ai fait au collège sur le Caboulez. Je vous remercie.